Ce qui va radicalement changer la politique en Arabie, c'est l'arrivée d'une puissance très ambitieuse, l'Empire romain. Depuis le 1er siècle avant notre ère, les Romains sont assez proches de la péninsule arabique. Normal, puisqu'ils s'intéressent à l'encens et à la myrrhe. Mais ils s'incrustent de plus en plus dans les affaires de la région, au point qu'en 26 avant notre ère, l'empereur Auguste envoie 2 légions pour conquérir la célèbre Arabie heureuse. Mais même sans rencontrer de grosses résistances, l'armée renonce après seulement 1 semaine de siège devant Marib. La faim, la soif et la maladie forcent le préfet Aelius Gallus à faire demi-tour. Il a été vaincu par le désert qui est la meilleure des défenses. Les Romains prennent alors le port d'Aïla, aujourd'hui Eilat en Israël. De là, ils ont une liaison maritime directe. Quitte à prendre le risque de la mer, Rome rebat complètement les cartes, elle n'achètera plus rien aux Bédouins. Ils commercent uniquement avec le royaume d'Himyar et sa capitale de Zafar, qui devient soudain le principal nœud commercial de la région. Les autres royaumes arabes perdent alors une part importante de leurs revenus. L'Arabie, c'est 3 millions de kilomètres carrés, dont une grande majorité de désert. On parle de péninsule arabique parce qu'elle est entourée par l'eau, la mer Rouge à l'ouest, l'océan Indien au sud et le golfe Persique à l'est. Mais côté nord, elle est reliée directement à l'Asie, à l'Afrique et au Proche-Orient, tout près de l'Europe. En plus du désert, manque de bol, l'Arabie est encadrée par 2 chaînes de montagnes, une petite à l'est, une immense à l'ouest. Et les 2 culminent à 3000 et 3600 mètres. Largement assez pour bloquer la plupart des pluies de l'océan Indien, ce qui explique le désert du centre. Dites-vous qu'il pleut tellement peu que c'est une des rares régions du monde qui n'abrite pas de lacs ni de rivières permanentes. Au centre, tout simplement, il n'y a pas grand-chose. Mais ces montagnes ont un avantage. Les 2 chaînes abritent en réalité des vallées et des oasis tempérées. Pendant des millénaires, c'est dans ces planques secrètes et fertiles que vont naître tous les grands royaumes d'Arabie. Pendant la dernière glaciation, il y a 20 000 ans, le climat était encore plus aride. Seul le golfe Persique, alimenté par le Tigre et l'Euphrate, devait être accueillant. Vers 8000 à 4000 avant notre ère, les pluies de l'océan Indien sont plus nombreuses et atteignent le centre des terres. Des lacs et des rivières apparaissent et font naître une belle savane. Les chasseurs-cueilleurs sont ravis, d'autant que la mer leur fournit en plus toutes sortes de poissons. Du coup, l'Arabie est plutôt bien peuplée. On découvre par exemple des peintures rupestres aux alentours de Najran, mais aussi des traces de bétail domestiqué. Les populations d'Arabie sont des pasteurs nomades qui suivent leurs troupeaux de moutons et de chèvres. Enfin, les habitants d'Arabie ont laissé derrière eux d'autres vestiges archéologiques, des cairns funéraires bâtis en hauteur pour inhumer un individu et sans doute pour marquer le territoire de son clan. Les archéologues ont ainsi fait une découverte un peu plus étrange, les mustatiles, des rectangles de pierre situés en plein désert du Néfoud qui avaient peut-être une fonction religieuse. Eux aussi datent d'environ 5000 avant notre ère. Et voilà, l'aridité revient enfin en 4000 avant notre ère, les gens quittent le centre du pays et on commence à avoir un climat un petit peu comme aujourd'hui. Alors là, vous vous dites que la péninsule va se vider complètement. Sauf que non, y a la mer et puis il y a les fameuses montagnes qui gardent l'humidité. Et comme l'âge du bronze connaît un renouveau, la population d'Arabie va même augmenter. D'ailleurs, on se sédentarise dans les montagnes du Yémen. Vers 2000 avant notre ère, de véritables cités apparaissent avec leurs champs bien irrigués par des canaux. Sabir, par exemple, avait des remparts de briques, de nombreux ateliers de potiers et de métallurgistes, ainsi qu'un vaste sanctuaire comparable à ceux de Mésopotamie. Dans la région de Magan, on retrouve des sépultures circulaires. À l'oasis d'Al-Ain, elles peuvent faire jusqu'à 14 mètres de diamètre et accueillir 700 individus d'un clan ou d'une même famille. Et là, on ne parle pas d'un vulgaire tas de terre, Parées de pierres ajustées et sculptées, ces tombes contiennent de riches objets en lapis-lazuli, en cornaline, en or et en argent. C'est la preuve d'un lien commercial avec la Mésopotamie et la civilisation de l'Indus dans l'actuel Pakistan. En échange, Magan fournit du cuivre transporté dans de grands navires étanchéifiés au bitume, un dérivé du pétrole de la région. Sur l'île de Bahreïn, la civilisation de Dilmun fait encore mieux. On a recensé 75 000 tumulus allant jusqu'à 30 mètres de diamètre. À l'âge du bronze, on rigole pas vraiment en Arabie. Toutes les côtes sont habitées et prospèrent. Il y a que le désert central qui est à l'abandon. Mais ça aussi, ça va changer grâce à la révolution du dromadaire. La domestication du dromadaire, à la fin du 2e millénaire avant notre ère, va absolument tout changer. Capable de passer 3 semaines sans boire en pleine saison chaude, il se déplace loin et rapidement. Les nomades bédouins reprennent alors l'avantage. Ils peuvent louer leurs animaux, mais aussi servir d'escorte et de guide aux marchands. Le long et dangereux détour par la mer Rouge n'est alors plus nécessaire.
Désormais, le désert devient le point de passage entre l'Europe et l'océan Indien. Et ça va durer toute l'Antiquité. Chaque oasis offre eau, vivres et abri, moyennant une petite taxe sur les produits de luxe qui sont transportés, en particulier la myrrhe et l'encens. Deux résines qui sont précieuses, puisque la myrrhe permet de fabriquer des parfums et des onguents. L'encens, quant à lui, dégage une bonne odeur en brûlant et participe à tous les rituels religieux grecs et romains. Donc tout le monde s'arrache ces produits à des prix exorbitants, au point que des nouveaux royaumes marchands vont apparaître. Et ce sont eux les premiers qui vont être nommés Arabes dans un texte assyrien qui est daté de 853 avant notre ère. Les Arabes ne font donc pas partie des grands empires alentours. Ils préfèrent fonder une multitude de petits royaumes, souvent autour d'un oasis comme Al-Oula, capitale du royaume de Dadan. C'est aussi le cas de chaque vallée du Yémen comme Hadramaut, Osan, Kataban et Saba. À chacun son sanctuaire et son dieu protecteur, le tout formant un vaste panthéon polythéiste. On ne sait presque rien de cette religion sauf qu'ils étaient attachés à la pureté et à la main droite, deux éléments qui ont d'ailleurs perduré dans l'islam. Mais tout change au 7e siècle avant notre ère, lorsque le roi de Saba, Karib il-Wattar, unifie la majeure partie du Yémen. Sa capitale, Marib, est réputée pour ses immenses ouvrages hydrauliques qui ont permis de cultiver des milliers d'hectares et ont assuré la prospérité du royaume pendant 1500 ans. Une grande digue, haute de 15 mètres et longue de 650 mètres, retenait l'eau du fleuve Dana. Elle incluait alors un système d'écluses qui alimentait des canaux d'irrigation de tout l'oasis. On peut aussi parler d'un autre royaume, Maïn, apparu au 6e siècle avant notre ère. Il est à la fois nomade et sédentaire et se spécialise dans le commerce. Ces marchands étendent leur réseau jusqu'en Égypte et en Mésopotamie. Les Minéens sont si puissants qu'ils dominent l'oasis d'Al-Oula pendant des siècles. Et leur alphabet, qui se rapproche de l'araméen, va se transformer jusqu'à constituer l'alphabet arabe. Et je finis cette liste des royaumes par un autre état très puissant situé au nord de la péninsule, celui des Nabatéens. Leur capitale, Pétra, est coincée entre l'Inde, les grands royaumes grecs, les Égyptiens lagides et les Perses séleucides. Pourtant, ils vont survivre tout simplement parce qu'ils assurent le commerce entre tous ces mondes très différents. Pétra est d'ailleurs célèbre pour son architecture troglodyte qui s'est ensuite répandue jusqu'à Al-Oula. Leurs riches tombeaux, creusés dans les falaises de grès, et les milliers d'inscriptions nous renseignent sur leur noblesse, leurs dieux et leur culte. Certaines de leurs traditions ont même peut-être influencé l'islam médiéval. Par exemple, ils représentaient leur dieu, Douchara, par une pierre quadrangulaire noire qui fait beaucoup penser à la Kaaba de la Mecque. Un autre de leurs dieux exigeait de ne pas boire de vin, tout comme le Coran plus tard préconisera d'éviter ça. Mais on est encore loin du Moyen-Âge, et ce qui va radicalement changer la politique en Arabie, c'est l'arrivée d'une puissance très ambitieuse, l'Empire romain. Depuis le 1er siècle avant notre ère, les Romains sont assez proches de la péninsule arabique. Normal, puisqu'ils s'intéressent à l'encens et à la myrrhe. Mais ils s'incrustent de plus en plus dans les affaires de la région, au point qu'en 26 avant notre ère, l'empereur Auguste envoie 2 légions pour conquérir la célèbre Arabie heureuse. Mais même sans rencontrer de grosses résistances, l'armée renonce après seulement 1 semaine de siège devant Marib. La faim, la soif et la maladie forcent le préfet Aelius Gallus à faire demi-tour. Il a été vaincu par le désert qui est la meilleure des défenses. Les Romains prennent alors le port d'Aïla, aujourd'hui Eilat en Israël. De là, ils ont une liaison maritime directe. Quitte à prendre le risque de la mer, Rome rebat complètement les cartes, elle n'achètera plus rien aux Bédouins. Ils commercent uniquement avec le royaume d'Himyar et sa capitale de Zafar, qui devient soudain le principal nœud commercial de la région. Les autres royaumes arabes perdent alors une part importante de leurs revenus. L'empereur Trajan installe même une garnison romaine sur les îles Pharassan pour sécuriser le commerce de la mer Rouge. Situé à 4000 km de Rome, c'est le plus lointain avant-poste de tout l'Empire. Et en 106, lorsque le roi des Nabatéens Rabel II meurt sans héritier, son royaume est annexé pour devenir la province d'Arabie. Une autre légion y est transférée, et à présent, Rome occupe tout le nord-ouest de l'Arabie jusqu'à l'oasis d'Al-Oula. Des remparts romains ont d'ailleurs été récemment découverts dans cette région, et ils servaient pas à rien, parce que pour rappel, au IIIe siècle, Rome, ne dominait pas toute la région, loin de là. Au nord-ouest, les Gassanides, une tribu convertie au christianisme, protègent bien l'Empire romain, puis byzantin, quand Rome tombe. À l'est, les Arabes lakhmides contrôlent le golfe Persique pour le compte de l'Empire perse sassanide. Au sud, le royaume d'Himyar gagne en puissance, s'empare d'une grande partie du désert intérieur, de la mer Rouge et même de quelques dépendances sur la rive africaine.
Vers 380, les souverains émirites se convertissent au judaïsme, une façon de reconnaître les nombreuses communautés juives du pays, mais aussi d'affirmer leur indépendance face aux puissants voisins chrétiens de Byzance et d'Éthiopie. Ce qui se comprend, parce que l'Éthiopie tente d'influencer le royaume, voire finance des coups d'État. Face à tout ça, en 522, le roi Youssouf, ou Dounouas, s'impose. Juif radical, il persécute et massacre les chrétiens du royaume. Le Négus Caleb, à la tête des Éthiopiens, réagit en envahissant le pays avec l'aide de la flotte byzantine et Youssouf est vaincu. L'Éthiopie met en place un protectorat. Donc, pendant un moment, le pays est en fait dirigé par des chrétiens. D'ailleurs, leurs aristocrates font construire la cathédrale de Sanaa. Depuis, elle a servi de carrière pour construire la grande mosquée de la ville. Et c'est pour ça qu'on y retrouve encore 2 chapiteaux de colonnes qui portent des croix. Mais ça ne dure pas longtemps. Après quelques décennies, le prince juif Saïf ibn Dihazan chasse les chrétiens. Mais pour ça, il a reçu le soutien des Perses qui, à leur tour, contrôlent l'Arabie dans les années 570. Mais le pays connaît une dernière bascule. Dans les années 620, de nombreuses tribus font allégeance à un certain Muhammad. Ce dernier a un grand projet, fonder un nouvel empire musulman. Porté par un puissant élan religieux, les cavaliers arabes déferlent sur le nord. Depuis longtemps, ils subissent les ambitions de leurs puissants voisins et maintenant, c'est à leur tour de faire trembler la Perse et Byzance. Alors rassurez-vous, vous aurez très bientôt la suite. On aura l'occasion de parler des conquêtes islamiques, va falloir ouvrir l'œil.